Dans la dernière émission, j'ai tenté de vous faire saisir ce que représente le temps géologique et de vous montrer comment on en était arrivé à construire une échelle des temps géologiques qui soit relativement fiable. Nous avons, dans une certaine mesure, planté le décor pour l'histoire que nous allons étudier maintenant, l'histoire de la vie. Cette émission et la prochaine émission vont traiter de l'apparition de la vie et de son développement à travers les temps géologiques. L'émission d'aujourd'hui va se diviser en deux parties. D'abord, nous allons nous poser la question du comment est apparue la vie sur la Terre. Nous allons passer en revue les diverses hypothèses sur ce sujet. Et puis ensuite, nous verrons que les bactéries, essentiellement, ont mené une longue vie solitaire pendant près de 3 milliards d'années sur la Terre. L'homme s'est toujours préoccupé de connaître ses origines et d'une façon plus large, l'origine de la vie. Bien sûr, on peut court-circuiter la question et adhérer aux réponses qui nous sont données par la Bible ou encore les créationnistes. Cependant, cela n'est pas une démarche satisfaisante pour l'esprit critique. La question de l'origine de la vie est une question qui touche la corde sensible, les entrailles de l'homme, et qui s'adresse le plus souvent directement à son émotivité ou à sa subjectivité. Tenter de comprendre la structure cristalline d'un minéral ou encore les paramètres qui contrôlent la fusion partielle du manteau ne relève pas des préoccupations métaphysiques de l'homme. Mais s'attaquer à un problème comme l'origine de la vie, c'est surtout, on pense à l'origine de l'homme, évidemment, c'est trop souvent tenter de concilier science, religion, mythes et croyances de toutes sortes, souvent un exercice périlleux. De l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, les savants ont eu beaucoup de difficultés à aborder cette question de l'origine de la vie de façon objective. Pendant des siècles, la seule théorie qui était généralement admise, c'était la théorie de la génération spontanée, une théorie dont s'accommodaient passablement bien les religions. Si vous êtes de ma génération, même peut-être que c'est ce qu'on vous enseignait lorsque vous étiez jeune. On retrouve les traces d'une telle croyance dans les écrits anciens de la Chine, de l'Inde ou de l'Égypte ancienne. Des bambous donnent naissance aux pucerons en autant que leurs jeunes pousses sont repiquées par temps chaud et humide. Les mouches, les parasites naissent spontanément sur les ordures. Les boues laissées par les inondations du Nil ont donné naissance à des grenouilles, des crapauds, des reptiles, des serpents et même des crocodiles. C'est Aristote qui a réussi la synthèse des idées qui avaient été accumulées jusqu'à son époque et qui a formulé la thèse de la génération spontanée. Les plantes, les insectes, les animaux peuvent naître de systèmes vivants qui leur ressemblent, mais aussi de matière en décomposition activée par la chaleur du soleil. Jusqu'à la Renaissance, les écrits abondent en observations de génération spontanée, tout ça mêlé avec la légende. Même durant la Renaissance, qui est une grande période de bouleversement au niveau des idées en ce qui concerne la compréhension de l'univers, des grands penseurs comme Descartes, Newton et Bacon soutiennent cette idée de la génération spontanée. On passe même à l'expérimentation. Par exemple, on fabrique des souris à partir de grains de blé et d'une chemise sale imprégnée de sueur. On met les deux dans un grand bocal et quelque temps après, on obtient des souris. Au milieu du 18e siècle, le grand naturaliste Buffon lui-même est un ardent défenseur de la génération spontanée. Mais peu à peu, le doute commence à s'installer. Un savant italien, l'abbé Spallanzani, passe à l'expérimentation et montre que lorsque le système est bien stérilisé, il n'y a pas de génération spontanée. La polémique s'installe donc et cette polémique, elle dure pendant près d'un siècle. Il faudra attendre Louis Pasteur en 1860 pour que finalement le débat soit clos. Pasteur démontre qu'en mettant au point un protocole fiable de stérilisation, la vie ne peut pas venir spontanément de la matière inerte, du moins à l'échelle d'un laboratoire humain. On connaît d'ailleurs l'importance de cette découverte pour la médecine. Ça en était fait de la théorie de la génération spontanée, du moins dans les milieux scientifiques. L'autre grand naturaliste qui a influencé les idées sur l'origine de la vie, c'est Charles Darwin, un contemporain de Pasteur. Darwin était bien sûr biologiste, mais il était aussi géologue.
Il avait donc cette compréhension du temps géologique. Il proposait que la vie avait évolué à travers les temps géologiques selon une complexité croissante du plus simple au plus complexe. C'est donc dire que cela impliquait que les premiers êtres vivants devaient être très, très simples, donc des micro-organismes. Cette idée va imprégner la pensée des premiers chercheurs qui se sont penchés objectivement sur le problème de l'origine de la vie. Pour terminer cette histoire de la pensée d'avant le 20e siècle, il nous faut signaler une hypothèse qui a été émise à la fin du siècle de Darwin et de Pasteur. La vie nous viendrait du cosmos. Cette hypothèse, elle a été proposée par l'Allemand Richter en 1865. Il propose que les corps célestes libèrent des particules qui contiennent des germes de micro-organismes, qui est appelés des cosmozoaires. Ces cosmozoaires auraient été apportés sur la Terre par les météorites. L'idée a aussi été reprise au début du 20e siècle, en 1906, par le savant suédois Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie, qui l'a présenté sous une forme un peu plus élaborée qu'il a appelée la panspermie. Je reviendrai sur ce sujet. Voilà donc où en étaient les idées sur l'origine de la vie au début du 20e siècle. Après les travaux de Pasteur et de Darwin, il devenait inévitable que la pensée rationaliste tente d'étendre les concepts de l'évolution à la matière inerte. Il devenait de plus en plus difficile de concevoir la genèse des êtres vivants en dehors du développement évolutif de la matière. Un des premiers à concevoir l'évolution du vivant à partir de la matière inerte, c'est le géologue, paléontologue, philosophe Théard de Chardin durant la décennie 1920. Il a proposé que la matière est organisée en une chaîne de complexité croissante. Au point de départ, il y a d'abord les atomes, puis un regroupement d'atomes pour former les molécules. Puis viennent ensuite les cellules. Je ne sais pas si vous saisissez le pas qu'il venait de franchir. Il passait de la matière inerte à la matière vivante. Il fallait tout de même être culotté pour proposer une telle chose à cette époque, d'autant plus que Théard de Chardin était jésuite, ce qui, vous pouvez le deviner, l'a amené à quelques gymnastiques pour concilier sa religion et sa vision du monde physique et biologique. Et puis ensuite, les cellules s'organisent en organismes individuels, puis en groupements plus complexes. À peu près au même temps, deux hommes ont contribué à l'essor d'une idée semblable et à promouvoir une démarche, la démarche biochimiste. Il s'agit du russe Alexander Ivanovitch Oparin et du biologiste anglais John Haldane. Oparin a développé ses idées sur l'évolution de la matière inerte vers la matière vivante par une théorie conceptuelle de l'apparition de la vie. Il faut signaler que bien qu'en général, on attribue cette idée à Oparin, John Haldane a proposé une théorie tout à fait semblable au même temps, mais de façon indépendante. On devrait donc, à la vérité, parler de la théorie d'Oparin-Haldane. Pour ces deux scientifiques, il faut sortir du cercle vicieux qui dit que seule la vie peut produire la vie. C'est bien ce que nous avait dit Aristote avec sa génération spontanée. Il faut aller chercher l'origine de la vie à partir de la formation de la Terre. Lors de la formation de la Terre, il s'est établi une relation très intime entre la Terre et le Soleil. Une relation qu'Oparin compare en bon biochimiste à une réaction chimique. Dans une réaction chimique, il y a trois composantes essentielles. Les composés chimiques, c'est-à-dire les réactifs qui se trouvent dans un réacteur, par exemple un ballon, une fiole ou un bécher, et une source d'énergie, ici la chaleur. Dans les premiers temps de la formation de la Terre, les éléments auraient été en place. Le réacteur, l'atmosphère terrestre, la source énergie, le Soleil, et les réactifs, tous ces gaz et composés chimiques émis tant par le Soleil que par la Terre. Pour Oparin, la clé de la proposition, c'est la composition de l'atmosphère primitive de la Terre. Le cœur du Soleil est riche en éléments tels que l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. L'atmosphère du Soleil est constituée d'hydrogène.
Les éléments du cœur se seraient vite combinés à l'hydrogène de l'atmosphère solaire pour former des gaz comme le CH4, le méthane, le NH3, l'ammoniac, et H2O, la vapeur d'eau, tous des gaz transmis à l'atmosphère terrestre. D'autre part, le dégazage de la Terre, entre autres par les volcans, aurait émis des gaz comme H2O, CO2 et H2S. Le résultat final de tout ceci, toujours pour Oparin, c'est que l'atmosphère primitive aurait été composée de gaz comme le CH4, H2O, NH3, CO2 et H2S. Une atmosphère bien différente de celle d'aujourd'hui, qui est composée à 79 d'azote et 20 d'oxygène. Toutes ces molécules légères auraient flotté autour de la planète. Tout est en place pour la grande réaction chimique. Les radiations UV venant du Soleil, la source d'énergie principale, brisent ces molécules simples et libèrent des radicaux très réactifs qui rapidement se combinent pour former des molécules plus grosses, plus complexes et plus lourdes. On peut aussi considérer que les décharges électriques que sont les éclairs ainsi que les volcans ont fourni une source énergétique additionnelle. Avec la condensation des vapeurs d'eau qui forment des nuages dans la haute atmosphère, puis qui retombent en pluie, toutes ces nouvelles molécules tombent à la surface de la planète dans les nouveaux océans. Ces nouvelles molécules sont des molécules composées de CHON, carbone, hydrogène, oxygène et azote, des molécules qu'on dit organiques. C'est le bouillon primitif, la soupe primitive. C'est dans cette soupe primitive que les molécules organiques auraient progressivement évolué vers des molécules vivantes. Voilà donc ce que proposaient Oparin et Haldane. Les deux conditions essentielles au développement de la vie sur Terre étaient fixées. Les bases de sa composition chimique, carbone, hydrogène, oxygène et azote, et une source d'énergie permanente, l'énergie solaire. Il faut réaliser que tout ceci était conceptuel. Aucune expérimentation n'avait été tentée. Il a fallu attendre au milieu des années 1950 pour qu'un jeune doctorant, Stanley Miller, qui travaillait dans le laboratoire de Harold Urey, prix Nobel de chimie à l'Université de Chicago, se lance dans une opération des plus périlleuses pour un jeune étudiant au doctorat, c'est-à-dire essayer de reconstituer les conditions sous lesquelles était apparue la vie telle que proposée par Oparin et Haldane, et surtout d'essayer de retrouver ces produits qu'ils avaient prédits. Évidemment, quand on travaille dans le laboratoire d'un prix Nobel, on est en confiance. Voici le montage de Miller. Le réacteur, c'est un système fermé, parfaitement stérile, où il a fait le vide. Il y a les réactifs dans un ballon où il y a de l'eau, H2O. Il introduit des gaz, CH4, le méthane, NH3, l'ammoniac et de l'hydrogène. Sous l'effet de la chaleur causée par une flamme, l'eau est vaporisée. Il y a donc un mélange gazeux de H2O, CH4, NH3 et hydrogène, qui est libéré dans le système. C'est l'atmosphère primitive d'Oparin. Grâce à deux électrodes, des étincelles sont produites pour simuler les éclairs. C'est la source d'énergie. Suivant la théorie d'Oparin, c'est là que les choses se passent, que devraient se former les molécules organiques. Un réfrigérant amène la condensation de la vapeur d'eau qui entraîne avec elle les molécules nouvellement formées. C'est la pluie. Finalement, le tout s'accumule dans la base du montage, ce sont les océans primitifs. Et il ne reste qu'à analyser cette soupe primitive. Et c'était là la composante téméraire du projet de doctorat de Miller. Comment arriver à analyser tous ces produits? Cela peut paraître simple pour le non-initié, simplement de dire on n'a qu'à analyser, mais pour l'homme de laboratoire, surtout à cette époque, cela présentait d'énormes difficultés. Miller a quand même surmonté ces difficultés. Il a réussi à isoler un certain nombre de molécules et surtout, il a réussi à produire ces molécules qui avaient été prédites par Oparin et Haldane. Une des contraintes de la science, c'est qu'il faut que les résultats soient reproductibles. Bien sûr que Miller n'a pas publié ces résultats sans les avoir reproduits à plusieurs reprises.
Mais tout de même, il y avait un doute légitime et plusieurs laboratoires se sont lancés dans ce même genre d'expérimentation et finalement ont confirmé les résultats de Miller. Les bases d'une discipline nouvelle venaient d'être posées, la chimie prébiotique, c'est-à-dire la chimie de ces molécules qu'on appelle prébiotiques qui sont juste avant la vie. Certains disent les briques de la vie. Qu'a-t-on découvert dans cette soupe primitive? On a découvert des molécules organiques qui constituent la base de la matière vivante, ces briques du vivant. Voyons ça d'un peu plus près. Si, par exemple, on combine une molécule d'eau, H2O, avec une molécule de méthane, CH4, deux gaz supposément présents dans l'atmosphère primitive, on obtient une molécule de formaldéhyde. Si on combine 5 de ces molécules de formaldéhyde, on obtient une molécule complexe qu'on appelle le ribose, qui est un sucre à 5 carbones, une des briques du vivant. Si on combine méthane, CH4, et ammoniac, NH3, on obtient l'acide cyanhydrique. Et si on multiplie par 5 cette molécule d'acide cyanhydrique, on a l'adénine, un des nucléotides essentiels à la formation de l'ADN. Si on combine 3 produits, le formaldéhyde obtenu par la combinaison de l'eau et du méthane, l'acide cyanhydrique obtenu par la combinaison du méthane et de l'ammoniac, et l'eau, on obtient des molécules très importantes pour la vie, des acides aminés, qui sont essentiels à la synthèse des protéines et qui conduisent à la formation de glucose. Mais attention, on n'a pas synthétisé la vie ici. On a synthétisé les molécules qui sont essentielles à la construction de la vie, certaines briques du vivant. Un tas de briques ne forme pas un édifice. La force de l'expérience de Miller et des autres expérimentations qui ont été faites par la suite, c'est d'avoir démontré que ces molécules peuvent être synthétisées dans les milieux naturels. Il faut bien voir cependant qu'on n'a pas démontré que cette synthèse s'est faite dans l'atmosphère primitive telle que proposée par le scénario d'Oparin et d'Haldane. Signalons immédiatement les problèmes auxquels se bute cette chimie prébiotique qui se fonde sur la synthèse des molécules organiques dans l'atmosphère primitive. Il y a 3 problèmes principaux. Le premier problème a trait à la composition même de l'atmosphère primitive. Oparin, Haldane, Miller proposaient une atmosphère de méthane, d'eau, d'ammoniac, de gaz carbonique et d'hydrogène sulfuré. Une atmosphère construite à partir de composés venant en grande partie du Soleil. Aujourd'hui, les chercheurs ont démontré qu'il est fort peu probable que l'atmosphère primitive ait été formée de cette façon. Il se serait plutôt formé par le dégazage du manteau seulement, par l'intermédiaire des volcans. À cette époque, les volcans devaient d'ailleurs être beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà vu, on présume que l'atmosphère des premiers temps de la Terre, au moment où la vie est apparue, était composée principalement d'azote, de gaz carbonique, le CO2, et de vapeur d'eau, avec peut-être de faibles quantités de méthane et d'ammoniac. Ce n'est pas tout à fait l'atmosphère d'Oparin. Les chimistes du prébiotique s'entendent pour dire qu'une atmosphère riche en CO2 serait défavorable au scénario d'Oparin-Haldane. Pourtant, il a fallu qu'au début de l'atmosphère primitive, que le niveau de CO2 soit élevé pour produire cet effet de serre nécessaire au maintien de l'eau liquide à la surface de la planète. Cette eau liquide qui est essentielle aussi à la formation des molécules prébiotiques. Il y a là comme un certain paradoxe. Le second problème a trait à la concentration des molécules prébiotiques dans la soupe primitive. Les chimistes s'entendent pour dire que pour que les réactions voulues se fassent, il faut que la concentration en produit soit grande, plus grande que ne peut le permettre cette pluie de molécules dans les océans. On objecte à ce problème que la concentration était peut-être beaucoup plus grande dans les gouttes de pluie qui venaient se diluer dans l'océan ou encore dans les grêlons. Le troisième problème touche les interactions chimiques dans cette soupe primitive. Il devait y avoir énormément de produits dans la soupe, des produits qui pouvaient venir aider les réactions chimiques, mais aussi les empoisonner. En laboratoire, on travaille avec des systèmes simples, même simplifiés, et déjà là, les manipulations sont complexes. On devra de plus en plus faire appel aux modélisations théoriques pour cerner les conditions dans les milieux naturels, ce qui est loin des manipulations simples de Stanley Miller.
Nous sommes encore loin de la vie, nous n'en sommes qu'aux molécules prébiotiques. Quoi qu'il en soit, voici un résumé de l'apparition de la vie telle que vue par les biochimistes. Les premières molécules organiques auraient d'abord inventé un mécanisme qui leur permet d'utiliser les produits organiques du milieu, le mécanisme de la fermentation. C'est la naissance des premiers hétérotrophes, c'est-à-dire des cellules qui se nourrissent de n'importe quelle molécule organique. Cette fermentation produit des déchets, dont le CO2. Un océan d'hétérotrophes n'aurait pas pu survivre longtemps. Il aurait vite épuisé ses ressources. Il fallait inventer un autre mécanisme. Un second mécanisme utilisant le CO2 aurait été inventé, la photosynthèse, utilisant l'énergie solaire. Les premiers autotrophes auraient été produits, c'est-à-dire des cellules qui se nourrissent des seuls éléments minéraux. Les produits de la photosynthèse sont des matières organiques sous forme de carbohydrates ainsi que de l'oxygène. On connaît la suite. L'oxygène aurait été utilisé par les proto-organismes lors de l'invention d'un troisième mécanisme, la respiration, qui aurait produit comme déchet le CO2. Et voilà que le cycle oxygène-CO2 est bouclé. Ce n'est qu'avec la production d'oxygène photosynthétique que ce gaz se serait accumulé dans l'atmosphère et qu'éventuellement se serait formé la couche d'ozone protégeant la vie des radiations ultraviolettes. Voilà d'ailleurs un autre problème posé à l'hypothèse de l'apparition de la vie à la surface des océans, les radiations UV. Une atmosphère sans oxygène aurait laissé passer toutes ces radiations, ce qui certainement pouvait être dangereux pour la vie. Voilà donc en résumé l'hypothèse de la soupe primitive. Le nœud de cette hypothèse, c'est que les premiers systèmes vivants étaient des cellules rudimentaires qui utilisaient les molécules prébiotiques qui s'étaient formées dans l'eau. Aujourd'hui, certains chercheurs, comme Gunther Wasterhauser, essaient de se détacher de cette contrainte des molécules prébiotiques. Ils proposent que les organismes vivants primitifs étaient des molécules autocatalytiques qui utilisaient le CO2 dissous dans l'eau et tiraient leur énergie de la pyrite, un sulfure de fer, pyrite à laquelle elles étaient attachées et sur laquelle elles formaient un film organique. Il y aurait donc une relation très intime entre ces premières formes de vie et la pyrite. J'y reviendrai. Avant 1977, c'est-à-dire avant la découverte des sources hydrothermales dans les rifts des dorsales océaniques, on avait une certitude tranquille en ce qui concerne la vie dans les profondeurs des océans. Certes, on savait qu'il y avait de la vie. On avait pêché des poissons jusqu'à des profondeurs de 6000 mètres et on avait même dragué des invertébrés sur le fond de la fosse des Mariannes par 10 000 mètres de fond. Mais cette vie, elle était parsemée et surtout, elle dépendait de la photosynthèse. C'est-à-dire que la nourriture qui parvenait jusqu'aux organismes qui vivaient à ces profondeurs venait de la surface des océans où elle était évidemment dépendante du premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la photosynthèse. La découverte d'un peuplement animal très dense, associé à ces sources hydrothermales, en l'absence de toute lumière, avait de quoi bouleverser cette certitude. Je vous ai déjà mentionné que les premières découvertes avaient été faites sur deux zones, sur l'aride des Galapagos dans l'océan Pacifique et sur l'aride du Pacifique même au sud du Mexique. Ces sites présentaient une faune si riche qu'on leur a donné des noms imagés comme le Jardin des Roses, le Banc des Moules, le Jardin du Paradis, le Menu Fretin. On parle aujourd'hui même d'oasis des fonds océaniques. Qu'y a-t-on découvert de si extraordinaire? Disons d'abord qu'il n'y a pas que des sources chaudes à 350 degrés Celsius, comme celles qui forment les sulfures massifs. Il y a aussi des sources tièdes à 15 ou 20 degrés Celsius. C'est principalement autour de ces sources que se retrouve le peuplement animal. En fait, on a réalisé que la température de l'eau dans les peuplements les plus denses ne dépasse pas les 15 degrés Celsius. On y a découvert que la biomasse, c'est-à-dire la quantité de matière vivante par unité de volume, est de 10 000 à 100 000 fois
plus grande sur ces sites que dans le milieu environnant. Cette biomasse, elle est constituée de formes variées qui, pour la plupart, sont nouvelles pour la science. Parmi les espèces dominantes, il y a de grands vers tubicoles qu'on appelle riftia, qui vivent dans un tube blanc nacré, se terminant par un panache rouge et qui forment des buissons denses hauts de 2 mètres. À lui seul, un individu de tour de taille de 4 à 5 cm peut atteindre 1,5 mètre de long. Des bivalves géants, sortes de moules ou de palourdes, pouvant atteindre 1 mètre. Remarquez la taille de ces bivalves que tient dans ses mains cet homme sur la photo du haut. Des ophiures, sortent d'étoiles de mer avec 5 longs bras effilés qu'on voit ici sur des coussins de lave. Des arthropodes, genre de petites crevettes aveugles qui forment des colonies denses autour des cheminées, comme ici sur la photo de gauche. Il y a aussi des crabes, des petits crustacés qui ressemblent à des homards, des petits gastéropodes, des vers serpulidés, des anémones de mer, ainsi que des poissons et des octopus. Une étude récente sur un site qui s'est formé en 1991 a porté sur le patron de colonisation depuis la formation du site. Les premiers organismes à coloniser le site furent les bactéries chimiotrophes, suivis de tout petits organismes comme des copépodes et des amphipodes. Ceux-ci ont été suivis par les gastéropodes, ou si vous préférez des colimaçons, les crevettes et les crabes, puis les vers tubicoles, les poissons et les octopus. À un stade plus avancé sont venus s'ajouter finalement les moules, les grands bivalves, des anémones et une variété de vers et des crabes. Certains se nourrissent directement des tapis de bactéries chimiotrophes, comme les gastéropodes et les moules, alors que d'autres se nourrissent de ceux qui s'alimentent des bactéries, comme les poissons et les octopus. Les organismes qui ont le plus de succès sur ces sites, ce sont ceux qui possèdent une relation symbiotique avec les bactéries chimiotrophes, les vers tubicoles, les crevettes et les grands bivalves. La question importante ici, c'est que si les produits de la photosynthèse sont absents, qu'est-ce qui forme le premier maillon de la chaîne alimentaire? Et c'est ici que cette découverte prend toute sa signification. Plutôt que d'utiliser la lumière solaire comme source d'énergie pour fixer le carbone et produire la matière organique vivante, ces bactéries utilisent un élément chimique qui est très abondant dans le milieu des sources hydrothermales, c'est le soufre. C'est le processus de la chimiosynthèse. Ces bactéries, on les retrouve sous forme de tapis sur les roches basaltiques ou encore sur les dépôts métalliques, ou on les retrouve aussi en symbiose dans le tissu des grands vers riftia ou des grands bivalves ou des crevettes. Depuis, on a découvert de telles oasis en dehors des dorsales océaniques. Il y a plusieurs situations qui peuvent conduire à l'émission de fluides sur les planchers océaniques. On a découvert que la chimiosynthèse ne se limitait pas au soufre, mais certaines faunes vivent sur d'autres produits comme le méthane, CH4, ou encore l'azote du NH3, l'ammoniac. Cette découverte des oasis des fonds océaniques est importante. Non seulement elle est venue ajouter à notre compréhension des faunes des grandes profondeurs, mais aussi elle est venue remettre en question nos hypothèses sur l'origine de la vie. Plusieurs ont proposé qu'il s'agissait là d'un environnement idéal pour l'apparition de la vie sur Terre. Une source d'énergie intarissable, le H2S, qui provient des fluides de la chambre magmatique, le processus de la chimiosynthèse, une protection contre le rayonnement ultraviolet, on est à plus de 2500 mètres sous l'eau, et un système qui fonctionne depuis les tout débuts de la formation de la croûte terrestre et qui même devait fonctionner encore plus efficacement à cette époque. Mais il n'y a pas unanimité. Certains avancent l'argument que les acides aminés sont instables à des températures de 350 degrés Celsius et qu'il serait surprenant que la vie soit née donc sous de telles conditions. Ce qu'ils oublient de mentionner, c'est que ces eaux chaudes à 350 degrés Celsius viennent se mélanger aux eaux froides ambiantes et que rapidement leur température s'abaisse. Et puis, il y a aussi ces sources tièdes qui sont bien en delà de 350 degrés Celsius.
D'autres utilisent l'argument de la courte durée de vie d'une cheminée. C'est vrai, on a évalué qu'une cheminée, la vie d'une cheminée, essentiellement, était d'une durée de vie de 50 ans. Cependant, sur un site donné qui se mesure en quelques kilomètres carrés, il y a effectivement des cheminées qui meurent, mais il y a aussi toujours des cheminées qui fonctionnent. La discussion sur l'origine de la vie se fait autour de la question à savoir est-ce que le milieu peut permettre le développement d'une chimie prébiotique, de molécules prébiotiques. Et si Wachterheiser avait raison qu'il ne soit pas nécessaire de faire appel à ces molécules prébiotiques, que la vie se serait développée sur un cube de pyrite, je vous signale que la pyrite est un des minéraux les plus abondants aux sources hydrothermales. On l'a vu précédemment, les sources hydrothermales ne sont pas toujours situées dans les dorsales médio-océaniques. Par exemple, on a trouvé au large de la Floride, au pied de l'escarpement par 3200 mètres de fond, des oasis associées à des sources riches en H2S, l'hydrogène sulfureux. Ces eaux proviennent de la percolation qui se fait à travers toute la colonne de sédiments sur la plateforme de la Floride. Au large de l'Oregon, dans la zone de subduction de la plaque de Juan de Fuca sous la plaque de l'Amérique du Nord, on a aussi trouvé des oasis associées à des sources riches, cette fois, en ammoniac et en méthane. Ces eaux proviennent de la compression des sédiments par la subduction. Dans la fosse du Japon, qui est aussi une fosse de subduction, on a trouvé des moules qui sont associés à des sources d'eau chaude qui se situent à des profondeurs de 3800 mètres et de 5800 mètres. Vous voyez, les scénarios ne manquent pas pour l'apparition de la vie sur les planchers océaniques. Trouvera-t-on un jour un de ces systèmes hydrothermaux fossilisés qui pourrait nous renseigner sur les premières formes de vie qui seraient apparues sur le fond des océans, ou même comment cette vie serait apparue? Les chances sont minces, très minces. Vous le savez, la croûte océanique est perpétuellement détruite dans les zones de subduction. Actuellement, la croûte océanique la plus vieille que l'on connaisse a 170 millions d'années. Il faudrait que, par chance, on retrouve dans un de ces lambeaux de croûte océanique qui se situe dans les grandes failles des chaînes de montagnes, qu'on retrouve donc un de ces systèmes fossilisés. Les chances sont très minces. Je n'ai pas à vous rappeler le phénomène des chutes de météorites à la surface de la planète. On considère qu'à ses débuts, la planète a été intensément bombardée par les météorites. Les planètes venaient tout juste d'être formées par l'agglomération du matériel solide du système solaire et il restait encore pas mal de ce matériel dans l'espace. Le satellite de la Terre, la Lune, témoigne bien de ce bombardement avec ses nombreux cratères qui n'ont pas été effacés comme ils l'ont été sur la Terre par les mécanismes de l'érosion, par l'eau principalement. On a évoqué en début d'émission que certains ont proposé que la vie venait du cosmos. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des petits hommes verts, ni des soucoupes volantes, ni de tous ces fantasmes anthropocentristes. On va laisser ça là où il se doit, c'est-à-dire à la fiction, et on va s'attacher donc aux données factuelles. Si on fait exception de toutes ces théories ésotériques, ce qui a véritablement ravivé l'intérêt pour cette hypothèse, c'est qu'on a découvert dans certaines météorites des molécules organiques. Les grosses météorites, lorsqu'elles frappent la surface de la planète, se vaporisent littéralement. Contrairement aux petites qui, elles, en général, sont très bien conservées. Quand on parle de petites météorites, on parle de météorites de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. On a extrait de certaines de ces météorites des molécules organiques qui ont comme une membrane qui ressemble un peu à celle des cellules vivantes. Vous vous souviendrez peut-être de ce battage publicitaire de la NASA il y a quelques années pour dire qu'on avait trouvé une vie extraterrestre. Bien, c'est exactement de ces molécules dont on parlait. On a aussi isolé un pigment jaune qui est capable d'absorber de la lumière. On pense que peut-être ce pigment pourrait ressembler à la chlorophylle dans le cas des végétaux.
Cependant, ces météorites représentent peu en volume. Il y a plus. Les poussières cosmiques qui atteignent la surface de notre planète représentent un volume 100 000 fois plus important que celui de toutes les météorites qui ont été retrouvées. Certains prétendent que ces poussières cosmiques auraient pu apporter avec elles des molécules organiques. Cela signifie-t-il qu'il s'agit d'une vie venue de l'espace? On vient de voir que molécules organiques ne signifie pas nécessairement la vie et qu'il y a tout un monde entre ces molécules organiques et les molécules vivantes. N'en demeure pas moins qu'on ne peut pas balayer du revers de la main ces évidences et qu'il est essentiel de s'y pencher. Évidemment, ce genre d'observation soulève la question d'une vie extraterrestre et c'est un sujet que l'on doit aborder avec sérieux et objectivité. Darwin écrivait « La vie est apparue dans un petit étang chaud dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques organiques, à partir desquels s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. » Aujourd'hui, les hypothèses mises de l'avant sont bien loin de cette image d'Épinal. Les chimistes, biochimistes voient naître la vie grâce à des réactions chimiques dans une atmosphère bouleversée par les radiations solaires, les éclairs et même les volcans. Le rôle des processus de photosynthèse, respiration et fermentation y sont vus comme prépondérants. D'autres voient apparaître la vie dans des sources hydrothermales chaudes dans les profondeurs des océans en l'absence de lumière. C'est le processus de la chimiosynthèse qui est prédominant. D'autres, finalement, voient venir la vie du cosmos. Rien à voir avec ce petit étang calme de Darwin. Que conclure de tout cela? La zone du système solaire où les températures permettent d'avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète, ce qui est essentiel pour la vie, est très étroite. Seule la Terre se situe dans cette zone. Les autres planètes sont ou bien trop chaudes ou bien trop froides. Il est probable que la vie soit apparue sur Terre à cause de ces conditions. Si vous êtes chimiste ou biochimiste, peut-être aurez-vous un préjugé favorable pour une origine de la vie dans l'atmosphère primitive de la Terre. Si, comme moi, vous êtes géologue, vous aurez peut-être un préjugé favorable pour les sources hydrothermales. Il m'apparaît que les conditions à ces sources hydrothermales sont meilleures que dans l'atmosphère primitive. Si vous êtes un féru de science-fiction, peut-être que vous irez du côté du cosmos. La vie existe peut-être dans le cosmos sous forme de particules, de molécules rudimentaires qui ont trouvé un terreau fertile sur la Terre pour développer la vie, ou encore sur une autre planète présentant ou ayant présenté de conditions semblables. Quel que soit le scénario qu'on invoque pour l'apparition de la vie sur Terre, il n'en demeure pas moins une réalité. Cette vie est apparue très tôt dans l'histoire de la Terre, puis elle a évolué. Cette évolution, elle a d'abord été très lente. Il a fallu pratiquement 3 milliards d'années avant que n'éclate la biodiversité. 3 milliards d'années durant lesquelles, à la surface de la planète, seules les bactéries et les algues s'y retrouvaient. Si les archives géologiques, c'est-à-dire les roches, ne nous ont pas donné la réponse en ce qui concerne l'apparition de la vie sur Terre, tout au moins elles nous renseignent sur les premiers pas de cette vie et sur la façon dont cette vie, une fois implantée, s'est développée. Ces archives nous renseignent sur 4 choses en particulier. Quelles ont été les premières formes de vie, du moins celles qu'on a retrouvées fossiles? Comment se sont-elles modifiées pour donner naissance à d'autres formes? À quel moment chacune est apparue? Et finalement, comment la vie sur Terre a modifié la composition de l'atmosphère, en particulier son oxygénation? Vous savez maintenant que la Terre est née il y a 4 milliards et demi d'années. Dans les cours précédents, nous avons exprimé le temps géologique sur ce tableau, une échelle divisée en ères, périodes et époques. Pour notre étude du développement de la vie, nous allons utiliser un mode de représentation qui se veut plus imagé. Nous allons comparer tout le temps géologique depuis la formation de la Terre, c'est-à-dire 4 milliards et demi d'années, à une période de 12 heures, ce qui nous permet de situer chaque événement sur une horloge. Disons donc que la Terre a été formée à minuit et qu'aujourd'hui, il est midi.
Voyons un peu ce qui s'est passé entre minuit et midi. On l'a déjà dit, les premières roches datées, ce sont les premières roches ignées de l'Archéen qui ont été datées à 4 milliards d'années. Les roches sédimentaires les plus vieilles ont été datées à 3,8 milliards d'années, soit à 1h50 sur notre horloge. La première bactérie fossile identifiée avec certitude est apparue à 2h45, soit il y a 3,5 milliards d'années. Peut-être étaient-elles des cyanobactéries. Les premières cyanobactéries identifiées positivement apparaissent à 4h37, soit en réalité il y a 2,8 milliards d'années. Et puis, il a fallu attendre passablement longtemps, 1,5 milliard d'années, près de 4 heures sur notre horloge, pour qu'apparaissent les premières cellules eucaryotes, qui ont vu le jour à 8h17, soit il y a 1,4 milliard d'années. À 10h25, c'est l'éclosion de la vie métazoaire, avec ce qu'on appelle la faune d'Ediacara, qui a préparé ce que certains ont appelé le Big Bang de la vie, qui est survenu à 10h37 avec la fameuse faune des schistes de Burgess il y a 550 millions d'années. Comme point de repère, et pour vous donner une idée de la relativité du temps, les dinosaures sont les animaux de la dernière heure. Ils sont apparus à 11h19 et furent décimés après une courte vie de 30 minutes à 11h48. Quant à l'homme, c'est un animal de dernière minute, étant apparu vers les 11h58. Aujourd'hui, nous allons terminer ce cours en examinant la longue période qui correspond aux 10 premières heures de cette horloge, soit en gros le précambrien, où seules les bactéries et les algues ont mené une longue vie solitaire de 3 milliards d'années. Revenons aux premières heures de la nuit. Les premières roches datées nous sont connues à partir de 4,03 milliards d'années, mais les premières roches sédimentaires datent de 3,76 milliards d'années. Ces roches sédimentaires, elles ont été découvertes et étudiées dans l'Archéen du Groenland. Les structures sédimentaires qu'elles comportent nous disent que les sédiments qui ont formé ces roches se sont déposés dans l'eau. C'est donc dire qu'il y avait déjà de l'eau à cette époque. Mais il y a plus que cela. L'analyse des isotopes du carbone nous dit qu'il y a un enrichissement en isotope 12 du carbone comparativement à l'isotope 13. Pour le géochimiste, cela signifie qu'il y avait dans ces sédiments du carbone organique. Je vous rappelle que le carbone organique, c'est celui qui est produit par la matière vivante. C'est donc sur cet argument indirect qu'on conclut qu'il y avait déjà probablement de la vie à la surface de la planète, donc il y a 3,8 milliards d'années. Cependant, notez bien qu'il n'y a pas de fossiles. Tout ce que l'on a comme argument, c'est la présence de cet isotope 12 du carbone. Les fossiles les plus vieux ont été découverts en 1987 dans 2 gisements différents, en Afrique du Sud et en Australie. Ces gisements ont été datés à 3,5 milliards d'années. Les paléontologues Chopt et Parker ont découvert des sphéroïdes carbonacés de 2 micromètres et demi de diamètre qui se présentent sous forme d'amas et qui présentent souvent des divisions binaires. Ces sphéroïdes sont aussi accompagnés de filaments et de tubulures. Sans qu'on puisse véritablement le démontrer, ces sphéroïdes ressemblent beaucoup aux cyanobactéries. Dans des roches datant cette fois de 2,8 milliards d'années, 4h37 sur notre horloge, on a trouvé dans l'ouest de l'Australie des bactéries fossiles qui ont tout de la cyanobactérie, ainsi que des formes associables aux protistes. Les cyanobactéries se retrouvent sous forme filamenteuse et en amas de cellules. 2 mots sur les cyanobactéries qu'on appelait autrefois les algues bleues-vertes ou les cyanophycées. Ce sont des bactéries particulières qui ont la capacité de faire la photosynthèse, c'est donc dire qu'elles produisent de l'oxygène. Mais elles ont aussi une autre qualité très importante, c'est qu'elles sont capables de résister au rayonnement ultraviolet. Ces cyanobactéries sont très abondantes aujourd'hui et vous voyez qu'elles sont apparues très tôt dans l'histoire de la Terre. Comme on l'a vu dans une émission précédente, ces cyanobactéries sont responsables du début de l'oxygénation de l'atmosphère lorsqu'elles sont apparues en masse vers les 2,8 milliards d'années. On a vu qu'elles ont contribué en plus à nettoyer l'atmosphère de son trop-plein de gaz carbonique
par leur action de photosynthèse et la construction de stromatolites. C'est à cette époque qu'on trouve les premières évidences de la présence d'oxygène libre dans l'atmosphère. Ces évidences nous viennent des oxydes de fer. En effet, pour former des oxydes de fer, comme l'hématite par exemple, il faut qu'il y ait de l'oxygène libre. Les grandes formations de fer qui sont constituées d'oxyde de fer dans le protérozoïque de la Grande Fosse du Labrador, dont je vous ai déjà parlé, en sont un bon exemple. C'est donc dire que déjà les prokaryotes photosynthétisantes étaient déjà à l'œuvre. C'est aussi l'époque où les stromatolites ont connu un développement accéléré. Je vous ai parlé brièvement des stromatolites dans l'émission précédente, mais voyons-y d'un peu plus près maintenant. Comme on l'a vu, les stromatolites sont des structures laminaires en forme de colonne, comme celle-ci. Ce n'est que vers la fin des années 1950, début des années 60, qu'on a compris comment se forment ces colonnes, avec la découverte dans le nord-ouest de l'Australie de stromatolites qu'on pourrait qualifier de vivants. Avant cette découverte, il y avait passablement de controverses parmi les géologues. Certains disaient qu'il s'agissait véritablement de fossiles d'un organisme complètement disparu. D'autres disaient qu'il s'agissait simplement de structures sédimentaires. Voyons ça d'un peu plus près. En plusieurs endroits sur les estrans actuels, particulièrement en climat chaud, on peut observer de grands tapis organiques qui recouvrent tout. Si on y regarde de plus près, il s'agit d'un tapis gélatineux, laminaire, qui contient souvent des sédiments. Cette gélatine est composée d'un treillis de filaments bactériens, dont plusieurs sont des cyanobactéries. Ce tapis va agir de deux façons. D'abord, il va piéger les particules dans ces filaments, et puis ensuite, grâce à l'activité photosynthétique des cyanobactéries qui consomment du CO2, la pression partielle du CO2 va être abaissée dans le micromilieu, ce qui va entraîner la précipitation du carbonate de calcium, qui va donc souder ensemble, cimenter ensemble les particules pour former finalement une croûte rigide. C'est ainsi que ces tapis cyanobactériens laminaires sont fréquemment retrouvés fossilisés pour former une roche calcaire qu'on appelle une laminite microbienne. Ce sont ces mêmes processus qui s'appliquent à la construction des colonnes stromatolithiques. Voici ces stromatolites qu'on a découverts en Australie dans une baie maintenant fameuse, Shark Bay, la baie du requin. On les voit ici à marée basse dans la zone d'estran. Ces colonnes stromatolithiques atteignent au maximum 1 mètre de hauteur. L'intérieur de ces colonnes est laminaire, comme on peut le voir sur cette colonne brisée, comme chez les stromatolites anciens. Ce que l'on voit ici, c'est du solide, pas du vivant. En fait, la colonne stromatolitique se forme à partir d'une couche bactérienne, cette couche gélatineuse dont je viens de vous parler, qui, en piégeant et en cimentant les sédiments, construit couche après couche la colonne. Ces stromatolites de l'estran ne sont pas en croissance actuellement. Pour trouver des stromatolites en formation active présentement, il faut aller sous l'eau, sous la marée basse à Shark Bay. La seule partie vivante des colonnes, c'est cette couche organique qu'on voit ici à la surface d'une colonne. Le stromatolite n'est pas, à proprement parler, un fossile. C'est pourquoi on dit qu'il est plutôt une structure organo-sédimentaire. On peut cependant trouver dans cette roche des fossiles de cyanobactéries comme celles qu'on a trouvées au Précambrien. Bien que les stromatolites soient plus abondants au Précambrien, on en trouve à tous les âges géologiques. Aujourd'hui, ils sont de taille modeste, quoiqu'on en connaît sur les grands bancs de Bahamas qui atteignent des tailles de quelques mètres. Dans le passé géologique, on en connaît de toute taille, des petites colonnes comme celle-ci qui datent de 400 millions d'années, ou encore de taille plutôt impressionnante comme cet exemple qui date de quelques 500 millions d'années à Terre-Neuve. Les stromatolites demeurent un sujet de recherche important en paléontologie. Ils sont les dépositaires de ces premières formes de vie que sont les bactéries, les algues et les cyanobactéries. Aujourd'hui, on tente de cerner leur évolution, ou tout au moins l'évolution de leur communauté. Tous ces micro-organismes dont je viens de parler sont des cellules prokaryotes, c'est-à-dire que le noyau n'est pas isolé du cytoplasme. Contrairement aux eucaryotes, où le noyau est enveloppé dans une membrane, entre autres pour protéger l'ADN. Les cellules eucaryotes ne nous sont connues qu'à partir d'il y a 1,4 milliard d'années.
Elles ont mis plus de 2 milliards à venir après l'avènement des premières bactéries. Ce sont des cellules plus grosses. Les prokaryotes avaient des tailles inférieures à 10 micromètres, alors que les eucaryotes ont des tailles qui vont varier entre 10 et 100 micromètres. Elles montrent une organisation beaucoup plus complexe de la matière vivante grâce à cette individualisation du noyau. Durant les 200 millions d'années suivantes, les eucaryotes s'organisent. Les premières traces de métazoaires, c'est-à-dire des organismes pluricellulaires où les cellules jouent des rôles différents, nous sont connues vers 1,2 milliard d'années. Puis ce n'est que vers 600 millions d'années qu'éclatera la véritable vie métazoaire diversifiée avec la faune d'Ediacara. C'est durant cette période, entre 1,4 et 1,2 milliard d'années, que les eucaryotes ont inventé un processus très important pour la biodiversité. C'est la reproduction sexuée. Leur programme génétique leur permet maintenant de se spécialiser, d'accomplir des tâches différentes dans des structures multicellulaires. On a peu de représentants fossiles de cette époque. On considère que c'est l'évolution de l'atmosphère qui est devenue oxygénée qui a été le principal moteur de cette évolution, car les mitochondries des eucaryotes utilisent l'oxygène. Voilà, nous venons de brosser un tableau rapide des diverses hypothèses sur l'origine de la vie sur Terre. Nous avons vu que même si nous n'avons pas obtenu de réponse définitive sur cette origine, au moins nous savons que cette vie, elle est apparue très tôt dans l'histoire de la Terre et que finalement, pendant une longue période de pratiquement 3 milliards d'années, seules les bactéries, les cyanobactéries et les algues ont occupé tout l'espace. Dans la prochaine émission, nous allons voir qu'à partir de l'éclosion de la vie métazoaire, comment cette vie a évolué durant les derniers 600 millions d'années au gré d'événements géologiques souvent catastrophiques. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à cette question de l'origine de la vie et qui voudraient aller un petit peu plus loin, j'ai ici 4 bouquins à vous présenter. D'abord, un bouquin très intéressant de Robert Shapiro, qui est prof de chimie à l'Université de New York. C'est un bouquin qui fait le tour de la question. Il présente, entre autres, un excellent chapitre en introduction sur les légendes entourant l'origine de la vie. C'est aussi un bouquin qui présente les diverses hypothèses de façon très critique. Et il est aussi de lecture très facile, d'accès très facile. Un second bouquin, celui d'André Braque et de François Rollin, qui sont respectivement directeurs de recherche au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans et professeurs à l'Université de Paris, Val-de-Marne, intitulé « L'évolution chimique et les origines de la vie ». C'est une excellente synthèse sur le sujet qui passe en revue les diverses hypothèses. S'attache évidemment principalement aux aspects chimiques et biochimiques de chacune des hypothèses. Il y a un chapitre très intéressant sur l'exobiologie, c'est-à-dire la biologie extraterrestre. Un autre bouquin écrit par Joël Deronné, qui est un biochimiste. Il est directeur de la prospective et de l'évaluation à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. C'est l'aventure du vivant. Une bonne présentation facilement accessible avec des petits dessins simples et très instructifs de la démarche biochimique en ce qui concerne l'origine de la vie. Finalement, un dernier bouquin, celui écrit par 4 auteurs, Hubert Reeve, Joël Deronné, Yves Coppens et Dominique Simonet. Ce dernier est un vulgarisateur scientifique. Ce bouquin s'intitule « La plus belle histoire du monde » et avec en sous-titre « Les secrets de nos origines ». Présente l'histoire de la vie, de ses origines à l'évolution de l'homme par 3 scientifiques de disciplines différentes et un vulgarisateur. C'est intéressant parce que c'est un bouquin qui est simplifié dans l'ensemble, donc qui s'adresse à un grand public. Je dois dire cependant que j'y ai relevé quelques inexactitudes géologiques. Les hypothèses sont parfois présentées comme des certitudes et l'argumentaire aussi est parfois de nature philosophique. Il est certain que les auteurs ont une grande admiration pour la vie sur la planète.
Voilà, n'oubliez pas le site Internet et je vous dis à la prochaine.